bon, je vais rien t'apprendre en te disant que Novak Djokovic, c'est la référence ultime à Melbourne. Il a gagné 10 fois le titre là-bas, il vise un 11e titre. Et pour peut-être le stopper, il faut au moins sur sa route le divin chauve. Je parle bien évidemment d'Adrian Mannarino, qui a enchaîné combat sur combat à Melbourne, après Wawrinka, après Munar, il s'est défait de Ben Shelton pour avoir le privilège d'affronter le maître des lieux en 8e de finale, Novak Djokovic, contre qui il n'a jamais remporté le moindre duel. 4 victoires pour le Serbe, 0 défaite pour le Joker, avec seulement un petit set pris de la part d'Adrian Mannarino. C'était lors de leur dernier face-à-face à Cincinnati en 2018. On a un Novak Djokovic qui monte en puissance au fil des tours, on l'a vu contre Thomas Martin et Etcheverry, et un Mannarino égal à lui-même qui arrive à faire déjouer ses adversaires avec sa patte de gaucher, ses variations également, ses frappes très tendues. Alors, est-ce qu'il peut dérégler le Serbe qui sera bien évidemment grandissime favori? Est-ce qu'il peut faire une nouvelle bataille en 5-7? C'est ce que nous allons voir, mais honnêtement, ça risque de faire une correctionnelle pour Novak Djokovic en 3 petits sets et on n'en parle plus, on se retrouve en quart de finale. Mais bon, on va voir un petit peu cette affiche et surtout parler des performances du Français qui sont quand même assez incroyables. On se retrouve après le jingle. Avant de parler de cette affiche divine, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous accompagne tout au long de la quinzaine de cette Open d'Australie où tu vas pouvoir parier. Donc qui dit pari dit activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, il faut être majeur pour parier. Donc tu retrouves différentes cotes. Après, à toi de voir les bons coups ou non. Mais en tout cas, en passant par le lien qu'il y a en description et qu'on épinglera en commentaire, tu vas avoir un bonus de bienvenue où ton premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant, sera remboursé à hauteur de 100 € en free bets. Imaginons, tu paries 20 € sur la victoire de Mannarino contre Novak Djokovic. À l'heure où je tourne cette vidéo, les cotes ne sont pas encore sorties. Il s'avère que Djokovic s'impose. Et ben, tu vas avoir 20 € directement crédités en free bets. Par contre, là, si Mannarino s'impose, c'est double jackpot pour toi parce que tu vas faire fructifier tes 20 € et en plus, tu auras 20 € de free bets qui seront offerts. Donc, tous les liens sont en description et bien évidemment, c'est un lien affilié, ce qui fait que si tu passes par ce lien, bah, nous, on va toucher une petite commission pour derrière progresser de façon qualitative. Un grand merci à Parions Sport pour nous accompagner tout au long de cette quinzaine. On va revenir sur Novak Djokovic. C'est sa 19e participation à l'Open d'Australie, 16 fois en 8e de finale, seulement 2 défaites à ce stade de la compétition en 2007 et 2018. Il visera, comme je te le disais en introduction, un 11e titre à Melbourne, un 25e titre en Grand Chelem. C'est tout simplement colossal. Et pourtant, il y avait pas mal d'interrogations sur l'état physique de Novak Djokovic, étant donné qu'il a dit avoir des petites douleurs au poignet droit, la United Cup, et notamment avec cette défaite contre Alex de Minaur. Il n'a pas forcément rassuré en début de tournoi, mais comme à son habitude, il va monter en régime. C'est ce qu'on a vu déjà au 3e tour contre Thomas Martin et Etcheverry. Si on reprend un petit peu son parcours, ça a été Prismic d'entrée, ensuite Popyrin, et comme je te le disais, l'Argentin. Il a concédé 2 sets, un contre Prismic et un contre Popyrin. Il a passé en tout 9h44 sur les cours. Si on reprend un petit peu le fil de cette première semaine de Novak Djokovic, donc contre Dino Prismic, le qualifié, ça n'a pas été évident. 4h01 de match quand même face à un jeune croate qui a crânement joué sa chance, qui a le jeu pour déstabiliser Novak Djokovic parce qu'il est très solide du fond du court. Il est bon côté coup droit, côté revers. Il a cette qualité voilà, à tenir l'échange face à Novak Djokovic. Et dans des conditions lentes, bah, ça a été dur pour le Serbe. Pourquoi? Parce que Prismic, il a joué au centre, il n'a pas donné d'angle à son adversaire, il ne lui a pas donné l'opportunité d'attaquer ses balles, d'agresser ses balles, notamment avec son coup droit où il était encore un petit peu défaillant. Le Joker, sans doute un petit peu précautionneux par rapport à ses douleurs au poignet et ses conditions lentes. Il faut faire le jeu, il faut faire la différence et il n'y arrivait pas contre Prismic qui n'a rien lâché dans ce match. Après, le Croate, il manque encore un petit peu de puissance, également le service où ça lui fait défaut pour avoir des points gratuits supplémentaires. Et Djokovic, petit à petit, il a su prendre l'ascendant sur son adversaire qui est un très bon athlète. Mais voilà, ça a été quand même une sacrée partition des deux joueurs. Au second tour, contre Popyrin, là encore, il va lâcher un set avec un Popyrin qui est dans un style de jeu différent. Service plus 1 avec un très bon service, un bon coup droit, le local devant ses fans, devant les Australiens. Le premier set, il est facilement mené de la part de Novak Djokovic. Il va se faire breaker dans le second set. Popyrin va choquer un petit peu au moment de servir pour le set. Il va se faire débreaker, il va rebreaker sur un magnifique lob. Et derrière, il y a un set partout. Et c'est surtout dans le 3e set, un petit peu le tournant, où Popyrin va se procurer 4 balles de set pour mener 2 sets à 1 contre Novak Djokovic sur le service de son adversaire. Il y en a une qui va pas faire parce que Djokovic va la sauver d'un ace. Et pour le reste, je pense qu'il peut un petit peu s'en vouloir, où le Serbe a vraiment insisté sur son côté revers, qui est son point un petit peu faible, où il est tenté un peu de trop slicer, où des fois il sent
s'engager un petit peu trop dans la balle et ça sortait. Derrière, forcément, le Serbe va rouler sur Popyrin. Le plus dur était fait, l'orage était passé. On a senti un Novak Djokovic qui prenait un peu plus ses sensations, un peu plus ses aises dans ce match où il a eu du mal à dominer la filière longue en début de rencontre, dans le deuxième et troisième set. Et petit à petit, il a pris le dessus sur son adversaire. Et comme d'habitude, on s'attendait à un Novak Djokovic qui devait avoir une réponse dans ce troisième match contre Thomas Martin et Etcheverry. C'est vrai qu'il s'était dit dans un état un petit peu grippal en début de quinzaine. Et là, on s'attendait à ce qu'ils remettent l'église au milieu du village avec une victoire convaincante en 3-7. C'est exactement ce qu'on a eu. Où Thomas Martin et Etcheverry, voilà, l'Argentin qui certes a progressé sur dur, a un très bon coup droit, son service est pas mal et il est un peu plus patient dans l'échange, notamment côté revers sur une surface comme le dur. C'est ce qu'on a pu voir avec ses victoires sur Murray et Gaël Monfils, mais c'est trop tendre pour Novak Djokovic. Là où le Serbe a vraiment haussé le curseur, je trouve, côté coup droit, ça pénétrait beaucoup plus le court. Il arrivait à faire un petit peu plus mal, à être plus agressif, trouver cette profondeur. Donc là, on sent qu'il commence à se régler. Comme d'habitude, historiquement, à l'Open d'Australie, c'est à partir des huitièmes, des quarts de finale qui sort le God Mode. On se rappelle tous en 2019, voire en 2021, où sa demi-finale et sa finale sont immaculées. Là, Thomas Martin, il a eu du mal parce que dans l'échange, il n'arrivait pas forcément à challenger Djokovic, à se procurer la faute. C'est vrai qu'il a cette préparation très ample côté coup droit qui peut lui porter préjudice sur une surface dure. Voilà, avec Djokovic qui va trouver énormément de profondeur. Également, cette capacité à changer de direction et attaquer sur le revers de Thomas Martin et Etcheverry où il allait un petit peu à la faute. Il a tenté de slicer, mais c'était trop compliqué. Il n'avait vraiment pas d'ouverture. Il y a ce set, on va dire, accroché au tie-break qui est anecdotique, mais vraiment, on sent que le Joker a passé un cap dans cette Open d'Australie et que petit à petit, il arrive pour trouver son meilleur niveau dans les derniers tours. Je pense notamment en demi-finale parce qu'il a un huitième accessible et un quart qui, quoi qu'il arrive, sera accessible contre Fritz ou Tsitsipas. Donc vraiment, c'est de bon augure pour la suite. Ainsi, c'est sa 92e victoire à Melbourne, soit autant qu'à Roland-Garros et qu'à Wimbledon. À chaque fois, il culmine ses 92 victoires, donc c'est tout simplement monstrueux, cette régularité, peu importe la surface, peu importe le continent, il est là. Et on a une montée en puissance classique du Joker, sans grande surprise. Je pense qu'il va vraiment trouver ses meilleures sensations en seconde semaine en essayant de s'économiser, de perdre le moins de temps possible sur le court pour derrière arriver frais en demi-finale, même s'il a passé 7 heures sur ses 2 premiers matchs. Avant de passer à Adrian Mannarino, un petit mot quand même sur notre chaîne Game Stand Talk. Figure-toi que tu es au bon endroit pour suivre l'intégralité de l'Open d'Australie dans les meilleures conditions possibles. Nous, notre passion, c'est le tennis. On est là pour te décrypter un petit peu cette actualité, te faire comprendre ce qui se passe dans le circuit professionnel. Donc si notre contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à t'abonner et à prendre ta raquette pour claquer ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo. De l'autre côté du filet, ça ne sera pas Ben Shelton, mais bien Adrian Mannarino, notre Français qui jouera son 5e, 8e en majeur, le 2e à l'Open d'Australie après 2022 contre Rafael Nadal. On se rappelle tous de ce tie-break mémorable dans le premier set avant que le Français commence à flancher. Et les 3 autres sont à Wimbledon. Forcément, sa surface favorite, c'est le gazon. Son jeu s'y prête à merveille. Et qu'on peut dire que Melbourne, c'est le 2e meilleur grand chelem d'Adrian Mannarino derrière le majeur britannique. Et ce qui est fou, il faut quand même s'en rendre compte, c'est qu'en mars 2023, Adrian Mannarino, il était 68e mondial. Et là, c'est le meilleur joueur français. Au classement live, il sera 17e pour atteindre son meilleur rang. C'est tout simplement monstrueux ce qu'il a réussi à faire depuis ou son déclic. C'est vraiment après Roland-Garros. Parce que depuis la fin de Roland-Garros 2023 jusqu'à maintenant, c'est 47 matchs disputés, 32 victoires pour 15 défaites, avec des victoires contre Medvedev, Fritz, Auger-Aliassime et surtout 3 titres, Newport, Astana, Sofia. Le bonhomme, il a plus gagné de titres après ses 32 ans qu'avant. Donc franchement, il vit une seconde jeunesse, le divin chauve. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. Wawrinka, Munar, Shelton, à chaque fois en 5-7, ce qui fait qu'il a concédé 6-7 en tout. Il a passé 11 heures et 56 minutes sur les courts à 35 ans. Il l'a dit, son secret, c'est la tequila. Il y a eu des matchs avec des physionomies différentes. Vraiment, c'est contre Wawrinka, peut-être qu'il a été le plus en danger, entre guillemets, dans le sens où Wawrinka a quand même mené 2-7-1, break dans le 4e set, 2-1, où derrière il s'est fait débreaker immédiatement. Contre Raoul et Munar, on peut plus mettre ça sur le dos d'une décompression. Après un très gros combat en 5-7, il y a eu des hauts, il y a des bas. Il a mené les 2 premiers sets avant de perdre un petit peu le fil de la rencontre. Et derrière, dans le 5e set, ça roule plutôt facilement. Et il y a ce 5-7 tout simplement monstrueux contre Ben Shelton. Vraiment un combat très agréable parce qu'on avait une opposition de style entre le gros serveur avec son coup droit et derrière Mannarino qui joue un petit peu au chat à la souris avec ses variations qui amenaient son adversaire là où il voulait l'amener. Donc c'était vraiment très intéressant, très plaisant à voir. Il y a eu pas mal de rebondissements avec un Ben Shelton quand même qui a compté
forcément sur son service, même si je trouve que dans ce compartiment de jeu-là, il n'est pas encore à la hauteur d'un Hurkacz ou d'un Kyrgios, il peut vraiment progresser. Il s'est fait breaker pas mal de fois, c'est surtout côté revers aussi, sa principale lacune, où il avait du mal à condenser le jeu de son adversaire, qui se régalait avec ses slides, ses variations, ses montées au filet. Adrian Mannarino, on sait qu'il a des frappes très tendues, ça rebondit très peu, c'est à son adversaire d'impulser son propre rythme dans la balle, et ça c'est pas évident, et Mannarino il a su faire la différence. Il y a eu pas mal de breaks, de débreaks. On se disait que Ben Shelton, pour s'en sortir, il devait vraiment dominer cette filière courte, son service plus simple, lancer des grosses bombes au service derrière, enchaînement coup droit. Il n'a pas su faire forcément cette différence, il a dominé une partie de la filière courte, mais c'est vraiment Mannarino qui a su entraîner son adversaire dans une filière longue, laquelle il a vraiment dominé, et ça c'est fou, à 35 ans, en le déplaçant, voilà, à droite, à gauche, également. On pensait que Ben Shelton pourrait exploiter un petit peu cette diagonale coup droit, qu'il aurait pu la dominer de gaucher à gaucher. Ça n'a pas été le cas, avec plus ces lacunes côté revers qui sont ressorties. Je trouve de ce match, il a encore énormément à apprendre. Ben Shelton, lui, qui a fait ses points sur des grands rendez-vous comme ça, à l'Open d'Australie l'an dernier, à l'US Open, également à Shanghai, à Tokyo, où après il a disparu un petit peu de la circulation. Là, il va vraiment devoir trouver de la constance, de la régularité dans sa saison. Et Mannarino, vraiment, il a tout fait dans ce match, c'était assez impressionnant. On a eu un Ben Shelton qui peut-être n'a pas forcément fait jouer sa puissance, il liftait un petit peu trop son coup droit, et on sait que Mannarino, avec sa tension dans sa raquette, il arrive facilement à contrer, à renvoyer ce genre de balle. Donc vraiment un très beau combat, avec voilà, pas mal de rebondissements, où à la fin il y a ce double break, il en reprend un Shelton, on se dit jusqu'au bout, voilà, beaucoup de nervosité, mais c'est vrai que les Français sont en fusion à cette Open d'Australie. On souhaite qu'il y en ait d'autres qui atteignent la deuxième semaine, on verra ça ce samedi, mais vraiment une semaine très positive de la part d'Adrian Mannarino, qui jouera son deuxième 8e à Melbourne après celui perdu contre Rafael Nadal il y a 2 ans. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'Adrian Mannarino, en carrière, il a disputé 18 matchs en 5-7, 14 victoires, 4 défaites, et là il est invaincu en 5-7 depuis sa déconvenue contre Andy Murray à l'US Open 2015, où il menait 2-7 à rien contre le Britannique. Il s'était fait remonter, et là il est sur une série assez folle. En plus il s'en est fait 3 comme ça, back-to-back à Melbourne cette saison. Ce qui peut être intéressant, c'est regarder un petit peu ces 8e de finale en majeur. Donc il y en avait 4 précédemment, il y en a un seul qui a été accroché en 5-7, c'était contre Lucas Kubot en 8e à Wimbledon 2013, et les autres, on va dire qu'il a perdu en 3-7, mais à chaque fois il y a eu un set accroché, voilà, qui fait 7-5, 7-6, donc c'est une petite lueur d'espoir pour lui, mais sur la longueur, il a toujours eu du mal à s'imposer et à faire la différence. En témoignent d'ailleurs ces 3 victoires pour 19 défaites contre des membres du top 5. Je t'en parlais en introduction, Djokovic mène 4-0 dans les face-à-face, un seul set de prix par le français, c'était à Cincinnati 2018, là ça risque d'être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on arrive en deuxième semaine, donc forcément Djokovic il va hausser le curseur. Là on l'a vu déjà beaucoup plus agressif contre Etcheverry, qui n'avait pas les armes pour contrer le Serbe, pour lui faire mal, avec un coup droit qui commence à être réglé, un service également où il trouve de très belles zones. Donc franchement, il a gommé ces 2 premiers tours qui ont été laborieux, mais qui ont lui permis de se mettre un petit peu en jambes, de se mettre dans ce tournoi. Et en plus, il aura un peu plus de fraîcheur que son adversaire, même s'il a joué plus de 7 heures sur ces 2 premiers tours. Donc là, c'est quasiment mission impossible pour le divin chauve. Il va falloir qu'il excelle s'il veut ne serait-ce que prendre un set, être très concentré, très appliqué. En plus, c'est pas l'assurance tout risque par rapport à ce qu'on a vu. Il s'est quand même pas mal de fois breaké avec des breaks, il a eu du mal à sécuriser ses engagements. Donc là, Mannarino, qu'est-ce qu'il peut espérer? Déjà, arriver en état physique apte à jouer un sacré combat, c'est pas évident, parce que quand on a passé voilà, plus de 11 heures sur les cours en 3 matchs, 5-7, ça demande beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de jus qui est pris, même si on sait que le français fonctionne un petit peu différemment. Après, qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Déjà, ça va être avec sa patte de gaucher, de gêner un petit peu Djokovic, varier les zones au service, essayer d'avoir des points gratuits face aux meilleurs relanceurs, donc axer le jeu sur différentes zones. Ça, c'est pas évident parce que Novak Djokovic il va mettre la pression dès le premier coup de raquette. Donc pour Mannarino, il va falloir vraiment varier le plus possible. Pareil dans l'échange, pourquoi pas le slice. Essayez aussi avec ses frappes très tendues, très à plat, de donner des balles compliquées à Djokovic, à accélérer, parce qu'on sait que là, Djokovic, dans ce genre de match-up, c'est lui qui va devoir mettre son propre rythme, imprégner cette balle, parce qu'il ne pourra pas s'appuyer sur le rythme de son adversaire. Donc ça peut être un petit challenge, entre guillemets, pour le Serbe. On sait qu'il a du mal, quand il est dans cette situation, à
attaquer cette balle et qu'on ne lui donne pas l'opportunité de l'attaquer. Donc sur ça, Manarino peut en profiter, notamment je pense dans cette diagonale avec son revers sur le coup droit de Novak Djokovic, où il a peut-être encore quelques petites zones d'ombre où il doit régler encore son coup droit, donc axer le jeu voilà, plutôt sur le coup droit de Djokovic. On sait que le revers au coup droit de Manarino, ça risque d'être très très compliqué dans cette diagonale. Essayer d'être offensif également à la relance, attaquer les secondes balles de Novak Djokovic. On l'a vu très fébrile Manarino sur ses secondes, donc forcément Djokovic va vouloir en profiter, se ruer au filet et pas hésiter à faire ce qu'il a fait ou sur certains sets, voilà, il lâchait totalement vraiment pour essayer de se reposer, se remobiliser. C'est un peu ce qu'on peut souhaiter à Adrian Manarino, même si dans les faits, voilà, Djokovic a la clé de cette rencontre. Honnêtement, il sert très bien. Pas sûr que Manarino arrive à trouver la faille à la relance et après dans l'échange, si Djokovic commence à instaurer un petit peu des longs rallyes, je suis pas sûr que sur la distance, le Français puisse tenir et Djokovic voilà, va essayer de trouver un peu plus de profondeur, d'agressivité sur son côté coup droit. Ça va être assez intéressant, voir s'il est capable aussi de changer de direction, d'attaquer le long de ligne avec son revers, voir si tout se met un petit peu en place comme on a pu le voir contre Thomas Martin et Chevry. Forcément, il y aura peut-être voilà, ce groupe de supporters français qu'on n'arrête pas de voir qui va soutenir Manarino. Ça va être assez spécial, assez particulier. Il faudra voir si c'est en journée, en session de nuit. Pour le moment, Djokovic, voilà, il a enchaîné les night sessions pour voir les conditions climatiques parce que ça va peser encore sur les jambes du Français. En tout cas, pour lui, c'est une très belle performance d'être arrivé jusque-là. C'est que du bonus qui kiffe ce match. Au niveau de mon pronostic, je ne vais pas être surprenant. Je vois une victoire de Djokovic en 3-7. Ça peut être une petite fessée avec pourquoi pas 2 sets voilà, très secs et un set un petit peu plus accroché. Si je dois me mouiller, même si ça paraît voilà, compliqué de voir le Français tenir même jusqu'à tie-break ou prendre un set à Novak Djokovic, je vais aller sur un 3-0 du Joker qui se relance totalement dans cette quinzaine et qui va pouvoir emmagasiner de la confiance avant potentiellement cette demi-finale contre Yannick Sinner qu'on attend tous. C'est pas encore fait. Il y a un quart de finale, un huitième à passer d'ici là, mais il est plutôt bien loti au niveau du tirage au sort. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette affiche. Si tu veux patienter jusque-là, je t'invite à aller revoir notre live qui revenait un petit peu sur l'intégralité des seconds tours, des troisièmes tours également qui se plongeaient dedans, sachant que la fin des troisièmes tours aura lieu ce samedi. Et nous, quoi qu'il arrive, on se retrouve en live ce samedi à 18 h avec Josh pour débriefer un petit peu de ce qui s'est passé lors des troisièmes tours. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.